journaliste scientifique de formation et conférencier. Donc comme spécialisé, conférence spécialisée dans tous les thèmes entités extraterrestres, nature de la réalité, tous les termes métaphysiques. Mon premier ouvrage, Le plan secret du diable, a été écrit en 2013. C'est un ouvrage où je parle justement des différentes manipulations de notre réalité, surtout au niveau des 5 sens, manipulation géopolitique, manipulation par les sociétés secrètes, par les réseaux sataniques et par les entités dites extraterrestres qui sont en fait extradimensionnelles, et de ce programme du faux sauveur externe et comment ce programme pourrait être joué pour justement manipuler les humains à consentir à un faux sauveur externe, à consentir au transhumanisme, à consentir à la société pucée et à consentir à la mise en place des interunivers sur Terre, interunivers qui sont basiquement la dimension des entités sans âme. Donc j'ai écrit ça en 2013. Ensuite, beaucoup de choses se sont passées. J'ai fait beaucoup de rencontres, essentiellement par l'intermédiaire de la librairie, par l'intermédiaire aussi de mes conférences. On a aussi pas mal on a fait un travail aussi sur nous avec Léna qui a coécrit donc mon second livre. Et on s'est rendu compte en fait qu'en étudiant toutes ces manipulations au niveau des 5 sens, au niveau des sociétés secrètes, eh ben, on n'avait que la moitié de l'équation et que c'était finalement une voie de garage, dans le sens où quand on creuse un petit peu plus dans le détail, on se rend compte que la politique, que la géopolitique, c'est une pièce de théâtre, une mise en scène par ces entités sans âme, et qu'on passe finalement notre temps à étudier une mise en scène, à étudier une pièce de théâtre, et on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est déjà les entités qui tirent les ficelles et les mécanismes de contrôle de ces entités sur notre réalité. Et l'essentiel, c'est aussi le travail sur nous, la déprogrammation de nos programmes, la déprogrammation des égrégores, la déprogrammation de tous les programmes de vampirisme et, et tout ça. Et donc on est vraiment confronté à une espèce de pièce de théâtre qui est réelle à un certain niveau, mais qui nous empêche de voir l'essentiel, les tirants de ficelle, c'est-à-dire les entités sans âme, et de voir par quel mécanisme ces entités nous attaquent, c'est-à-dire le vampirisme, c'est-à-dire les programmes du subconscient, les égrégores, et finalement, on oublie la chose fondamentale qui est le travail sur nous. Et c'est ce qu'on a voulu un petit peu développer dans le second bouquin, et c'est ce qu'on va développer de plus en plus dans nos conférences, dans nos futurs articles, dans nos futures visios. Déjà, ma grand-mère était médium, donc je me suis toujours intéressé à tous ces sujets-là. Ensuite, quand j'avais 7 ans, je suis tombé, en cherchant des livres sur les avions, sur un livre sur les ovnis. Et le hasard n'est jamais un hasard. Ça a commencé à me plaire, j'ai commencé à creuser le sujet. Après, de fil en aiguille, j'ai arrêté. Et à 13 ans, alors que je cherchais des livres de science dans la librairie anglaise W.H. Smith, à l'époque où il y avait encore pas mal de livres ésotériques, je suis tombé, encore une fois par hasard, sur le livre de John Keel sur les entités mystérieuses. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. Je suis replongé dans cette passion. J'ai lu énormément de livres. Après, j'ai commencé à rencontrer des ufologues et des témoins de phénomènes ovnis. Après, dans les années 2000, j'ai fait mon DESS de journalisme scientifique et j'ai fait mon mémoire sur le thème des ovnis. Là, j'ai commencé à fréquenter les repas ufologiques, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à comprendre
que derrière les ovnis, il y avait les entités, que derrière ces entités, il y avait une manipulation de notre réalité. Ensuite, avec le 11 septembre, la guerre en Irak, j'ai commencé aussi à m'intéresser à toute la mascarade, à toutes les manipulations au niveau de la politique. Ça, c'est essentiellement au cours des années 2000, début des années 2010 jusqu'en 2013-2014. Et dans le sens où j'ai étudié toutes les sociétés secrètes derrière la politique, les think tanks derrière la politique. Ensuite, l'aspect aussi métaphysique avec la présence d'entités derrière la politique, parce que j'ai reçu de nombreux témoignages aussi sur le phénomène de shape-shifting, où des gens ont vu des politiciens, des gens haut placés essentiellement, prendre un aspect reptilien, changer d'aspect. Donc j'ai pas mal travaillé sur ça. À partir des années 2013-2014, je me suis rendu compte que je commençais à tourner en rond. On étudie ça, on étudie la politique, on étudie les manipulations de la politique, les manipulations de ces entités, mais on commence à tourner en rond. Et puis on se dit, il y a encore un élément de plus au puzzle, il y a quelque chose qui manque là-dedans. De fil en aiguille, je rencontre beaucoup de personnes. Avec l'ENA, on vit aussi nos propres expériences, notamment des expériences de synchronicité. Et on commence à se rendre compte que la manipulation est encore plus importante qu'on ne le pense. Après, j'ai découvert aussi le travail de chercheurs spécialisés en géopolitique comme Ole Damgaard, spécialiste des false flags, des attentats sous fausse bannière, qui a démontré que la plupart d'entre eux étaient des mises en scène mélangées à des faits réels. Et de là, on comprend qu'on vit dans une énorme pièce de théâtre. Et que quand on se focalise sur la politique, sur les sociétés secrètes, sur des think tanks comme les groupes Bilderberg, on se focalise sur une pièce de théâtre et on oublie l'essentiel, c'est les tireurs de ficelles, les entités sans âme, et on oublie encore plus essentiel, le travail sur nous et la conscience de devenir conscient, parce qu'on est toujours pris dans un espèce de jeu
on tourne en rond. Et beaucoup de gens dans le New Age, par exemple, dans le mouvement New Age, vont dire oui, mais de toute façon, tout est beau, tout est rose après la mort. Or, après la mort, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, la manipulation continue. Et beaucoup de gens vont penser à la mort, vont penser à l'au-delà, à leur vie future, au lieu de vivre dans l'ici et dans le maintenant. Parce que même la notion de mort entre deux vies, c'est une manipulation de la fausse création, mais c'est des égrégores extrêmement puissants qui déclenchent des programmes de vieillissement, des programmes de maladie, des programmes de mort. Et si on se déformatait de ces programmes, on pourrait vivre quasi éternellement en corps physique dans cette réalité. Je ne parle pas bien évidemment de transhumanisme, je parle de vivre dans notre corps physique en déprogrammant toutes les croyances, en déprogrammant tous les programmes comme les programmes de mort et tout ça qui sont formatés, qui sont créés, qui sont générées par les entités sans âme, parce qu'elles ne créent pas, elles imitent. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, beaucoup de gens vont penser à leur mort au lieu de faire le travail dans l'ici et maintenant, au lieu d'être heureux dans l'ici et maintenant. Or, c'est en raison de la nature de cette réalité, c'est là où on peut faire tout le travail sur nous pour se déprogrammer. C'est dans cette réalité, c'est dans l'ici, dans le maintenant. Et le problème, tout est fait dans le milieu alternatif pour glorifier la mort, alors que la vie est belle. La vie peut être, on peut être dans une fausse création, mais la vie est belle parce qu'il y a l'amour entre les humains, il y a la joie, il y a les hautes vibrations, donc on est dans quelque chose de beau, mais tout est fait pour nous écarter de l'ici et du maintenant, que ce soit en nous focalisant sur la mort, sur les paradis synthétiques, sur les enfers synthétiques, ou bien en nous focalisant sur la pièce de théâtre qu'est la politique, qu'est la géopolitique. Or, quand on étudie le témoignage de gens qui ont vécu des NDE, notamment des gens qui ont étudié les NDE, notamment par exemple les livres par le docteur Rawlings, par Maurice T. Rawlings, qui était un médecin réanimateur, je ne sais pas s'il exerce encore aux États-Unis. Quand on lit aussi des témoignages de NDE, par exemple le témoignage de B.W. Melville, on se rend compte que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose après la mort, que c'est la continuation de la manipulation. Et basiquement, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont arriver dans cette espèce de lumière et ils vont rencontrer des êtres qui peuvent se faire passer ou pour des proches disparus ou pour des êtres de lumière. En réalité, ces êtres, d'après le témoignage de B.W. Melville, sont des entités sans âme qui se font passer pour des êtres de lumière, ou bien des proches disparus. Ou bien ils vont vraiment rencontrer des proches disparus, mais des proches disparus qui sont morts dans le même état vibratoire qu'eux, c'est-à-dire qui sont manipulés par les mêmes connaissances, par les mêmes croyances, par les mêmes égrégores, par les mêmes programmes. De fil en aiguille, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de NDE négatives où des gens se retrouvent dans des espèces d'enfer, surtout des gens qui ont une très forte culpabilité, des gens aussi qui ont fait le mal en sachant qu'ils faisaient le mal, mais qui l'ont fait pas par sadisme, mais pour suivre, mais parce qu'ils obéissaient au système. Ces gens-là vont vibrer extrêmement bas. Encore une fois, ce n'est pas des gens fondamentalement méchants, mais c'est des gens qui vont suivre des ordres et qui vont se retrouver dans des enfers synthétiques. Après, il y a des gens qui vont faire le mal pour le mal, ce qu'on peut appeler des psychopathes, des psychopathes ou bien des gens qui font le mal en connaissance de cause, pas forcément des psychopathes, mais des gens qui vont faire le mal en connaissance
de causes qui ne se remettent pas en question et qui vont se retrouver dans les interunivers où ils vont être phagocytés. Les gens qui soient dans les paradis synthétiques ou dans les enfers synthétiques vont être manipulés par leurs croyances, par, par les entités sans âme, par les différents égrégores, que ce soit les égrégores issus des croyances, les égrégores issus de la société, les égrégores de la religion, et ils vont littéralement être manipulés par ça. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui terminent, par exemple, dans les enfers synthétiques, au bout d'un certain temps, ils vont être... Il y a une entité sans âme qui va se faire passer pour un être de lumière, qui va leur dire, voilà, je vous sors de là, mais vous devez vous réincarner et consentir à tel ou tel chemin de vie pour réparer votre karma. Et la personne va passer un contrat d'âme avec cette entité, dont il ne se rappellera pas quand il se réincarne, et ensuite suivra le chemin de vie voulu par l'entité sans âme. Donc c'est un chemin de vie, bien sûr, avec quelques variantes, avec une certaine possibilité de choix, mais globalement, c'est un chemin de vie voulu par les entités sans âme. Et les entités sans âme vont en fait manipuler comme ça les cycles d'incarnation et de réincarnation. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si on ne coupe pas les contrats d'âme, si on ne fait pas notre propre chemin de vie, eh ben on rentre dans des cycles d'évolution de vie en vie. Au lieu d'augmenter notre connexion divine va diminuer de vie en vie, parce qu'il y a beaucoup de fausses conceptions qui pensent qu'on évolue de vie en vie, parce que les gens confondent évolution technologique et évolution spirituelle. Or, évolution technologique, ce n'est pas évolution spirituelle. Évolution technologique, c'est très souvent une dévolution spirituelle, puisque c'est la technologie qui nous a fait tomber dans cette fausse création à la base. Inversement, les gens qui sont dans les paradis synthétiques vont être manipulés par les entités sans âme qui se font passer pour des êtres de lumière à consentir un chemin de vie. Les entités sans âme vont leur dire « Oui, mais c'est ton rôle, c'est très bien ce paradis synthétique, mais tu dois te réincarner parce que tu as une mission à faire, tu dois choisir tel ou tel chemin de vie. » Et la personne qui est complètement en extase va consentir au chemin de vie voulu par les entités sans âme et être réincarné et suivre le chemin de vie voulu par les entités sans âme. Et en fait, quand on voit par exemple des témoignages comme B.W. Melville, on se rend compte que c'est pas du tout beau et rose, parce que dans les NDE, les gens ne restent pas suffisamment longtemps, puisqu'ils sont en général ranimés, donc ils passent peu de temps dans l'au-delà, et ils vont voir l'être de lumière, des êtres de lumière. Mais B.W. Melville a passé plusieurs jours dans le coma parce que pour diverses raisons, il a contracté le choléra et il s'est effondré, il est resté plusieurs jours dans le coma, et il s'est rendu compte qu'il pensait être au paradis, mais qu'en fait, dans un paradis synthétique, parce que c'est synthétique, mais qu'en fait, les êtres de lumière, les entités soi-disant positifs, se transformaient en êtres d'aspect reptilien. Après, par l'intermédiaire de la foi, par l'intermédiaire de la spiritualité, il s'en est sorti. Après, il a été aussi ranimé, mais son témoignage, c'est vraiment révélateur des manipulations au niveau de l'au-delà. Alors, en fait, cette notion de reptilien, il faudrait dire entité sans âme, parce que beaucoup de gens parlent de reptiliens. Il y a des reptiliens, mais il y a beaucoup d'autres entités sans âme. En fait, les entités sans âme, ça remonte à la Genèse, le serpent de la Genèse qui a fait chuter l'homme dans la fausse création. C'est une métaphore de ces entités sans âme qui ont offert la technologie
à l'humain en lui promettant de devenir des dieux et qui l'ont fait tomber dans une fausse création. Donc il y a le serpent de la Genèse, ensuite il y a la technologie. D'ailleurs, Apple par exemple, c'est le symbole, c'est la pomme. Or, dans la Genèse, c'est la pomme, et je suis persuadé que la pomme, c'est la technologie qui a été offerte aux humains il y a extrêmement longtemps et qui les a fait tomber dans la fausse création. Maintenant, quand on regarde les mythes qui ne sont pas des mythes, mais qui sont du vécu relaté avec les mots, avec les connaissances de l'époque, on retrouve cette notion de reptilien absolument partout, dans 90% des tribus, chez les Dogons par exemple, où le monde a été créé par un crocodile géant, le Nomo je crois. On retrouve ça chez les aborigènes d'Australie, chez les Incas, on retrouve ça chez les Babyloniens, en Chine aussi, où les empereurs disaient descendre du dragon. Donc on retrouve cette image du reptilien qui est partout. Le diable dans les représentations a un aspect reptilien dans les représentations classiques. Ensuite, c'est la dénomination qui change. Et il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs entités. Par exemple, les textes gnostiques aussi parlent d'entités ressemblant à des gris qui sont les archontes. Et quand on voit ces textes gnostiques, c'est quasiment la description du gris classique qui travaille avec les reptiliens d'après ce que disent les personnes qui ont vécu des abductions. Au XIXe siècle, oui, c'est très intéressant que tu parles du cas d'Alan Kardec, parce qu'Alan Kardec, dont je n'ai pas lu tous les ouvrages, et ceux que j'ai lus, ça remonte à il y a très très longtemps, Alan Kardec, il était en contact avec des médiums. Donc, les médiums, 95% d'entre eux sont sincères et sont en contact avec des entités non humaines. Simplement, les entités non humaines peuvent se faire passer pour des décédés et peuvent leurrer le médium et se faire passer pour des décédés. Après, il y a des médiums qui sont en contact avec des entités non humaines, avec des décédés, mais le problème, c'est que la mort, ça n'enlève pas l'ignorance. C'est un proverbe anglais, « Death is no cure for ignorance ». La mort n'est pas un remède à l'ignorance. Et c'est absolument vrai. Les morts vont être encore manipulés par leurs croyances, manipulés même par les entités sans âme dans l'au-delà. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont donner aux médiums certaines prophéties parce que le temps passe différemment dans l'au-delà qu'ici, puisque le temps c'est une notion relative. Et les prophéties vont se réaliser, mais ça ne va jamais être des grands enseignements spirituels, ça va plus porter sur le quotidien, et ça peut être d'une très très grande aide si c'est un mort authentique pour quelqu'un qui a perdu un proche, qui voit un vrai médium, c'est magnifique parce que le médium lui apporte la preuve que le proche est encore là, mais le proche ne va pas être plus évolué parce qu'il est mort que parce qu'il est en vie. Il va être encore manipulé par ses croyances. Si c'est quelqu'un qui était dans les égrégores de religion, il va être manipulé par les égrégores de religion, par exemple. Si c'est quelqu'un qui était dans les égrégores de la science, il va être manipulé par les égrégores de la science à tel point qu'il ne va même pas savoir qu'il est mort. Par contre, ça peut être aussi une entité sans âme qui se fait passer pour un décédé, et là, ça va littéralement vampiriser le médium et manipuler le client du médium, la personne le consultant, par exemple. Je pense déjà que Laura Night-Jasdik fait à un niveau un très bon travail. Par exemple, elle a introduit la notion de portail organique, c'est-à-dire des humains avec une très faible connexion divine qui vont être en fait manipulés par les égrégores du système et qui vont faire tout ce que leur dit le système. Basiquement, c'est ça, sans rentrer dans le détail. Elle parle aussi de pas mal de thèmes comme des thèmes comme la psychopathie
et tout ça, qui sont des gens qui cherchent vraiment à détruire leur prochain pour vampiriser son énergie. C'est assez lié à la présence d'entités, à la présence de virus psychiques, à aussi certaines projections d'humains synthétiques. Donc pour ça, elle fait un très très bon travail. Ensuite, déjà quelqu'un qui se lance dans cette recherche, c'est déjà énorme. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu avec elle, c'est les transmissions par les Cassiopéens. Ce qui me gêne, c'est que les entités sans âme peuvent se faire passer pour des êtres qui ne sont pas. Comme ils se font passer pour des morts, ils peuvent se faire passer pour des êtres positifs. Donc pour moi, c'est évident que Laura Night est en contact avec des entités. Certaines entités peuvent être tout à fait positives, mais d'autres peuvent être des entités sans âme, donc des archontes, des djinns, des reptiliens, des gris, peu importe comment on les appelle, qui se font passer pour des entités positives, pour des entités de la vraie lumière, et qui vont la manipuler, et qui vont désinformer. Donc ça peut être 10% de vrai, 90% de faux, 50% de vrai, 50% de faux, mais en fin de compte, il va y avoir une désinformation pour vampiriser le channel, ou bien pour manipuler le système de croyance du channel et des gens qui vont écouter le channel. Et c'est valable pour beaucoup de channeling. Pour moi, 95% des channels sont sincères, disent la vérité. Ils sont vraiment contactés par des entités. Simplement, par quelles entités? Et je pense que la plupart des entités qui contactent les channels sont des entités sans âme, des entités sans âme travaillant pour la fausse lumière, qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et le but de ces entités, c'est essentiellement de générer des faux systèmes de croyances, des voies de garage. C'est aussi de vampiriser le channel et les gens qui écoutent le channel, et puis c'est aussi de jouer avec les gens, parce que on est dans un jeu sadique, mais un jeu. Vrai, comment dire, si une canalisation est fausse, ça c'est plus compliqué, c'est déjà faire appel à vraiment à son ressenti. Par exemple, quand entend un message, qu'est-ce qu'on ressent au plus profond de nous, tout en gardant un certain discernement, tout en gardant un certain esprit critique, mais c'est vraiment faire appel à son ressenti. Ensuite, très souvent, le channeling qui annonce par exemple la fin du monde, l'arrivée d'un sauveur externe, ça pour moi, c'est vraiment des manipulations des entités sans âme, parce que déjà en 1987, ils annonçaient l'arrivée du sauveur externe de nouvelles vibrations. Ensuite, c'était en l'an 2000. Ensuite, c'était en l'an 2012. Après, c'est tout le temps. Il y a l'annonce d'un faux sauveur externe qui n'arrive jamais. Ça, c'est pour activer certains programmes, notamment les programmes du faux sauveur externe, qui font d'ailleurs tourner le système, qui font tourner la pièce de théâtre de la politique, de la géopolitique. C'est ce programme du faux sauveur externe. Ensuite, quand les canaux appellent les entités appellent à la passivité, et c'est pas remettre en doute la sincérité du channel. Attention, je tiens à le préciser, le channel est vraiment contacté, mais par des entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Quand les entités appellent aussi à la passivité, oh, ben ne faites rien, de toute façon, les frères de l'espace vont venir vous sauver. Attention. Quand aussi les entités parlent de notions de nouvelles vibrations et tout ça, qui vont venir réveiller, attention, le réveil vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. En fait, pour authentifier un channeling, et encore il faut du discernement, c'est quand le message va aider dans l'ici et dans le maintenant. Dans mon livre, je donne l'exemple de cette femme anglaise qui était dans un abri anti-aérien, et elle était avec ses enfants dans un abri anti-aérien, et tout d'un coup, elle perçoit dans sa tête
un, un message. Ce message lui dit « Sors de là, sors de là, sors de là. Sors de là. » Or, il y avait les bombes qui pleuvaient, et elle prend ses enfants, et elle sort de l'abri anti-aérien. Tout le monde lui dit « Mais restez, madame, restez, restez, vous êtes complètement folle, vous allez vous faire déchiqueter. » Elle est sortie dans la rue. Au moment où elle sort, elle fait quelques mètres, qu'il y a une bombe qui touche directement l'abri anti-aérien. Tout le monde dans l'abri ont été tués et elle s'en est sortie. Là, c'est l'exemple vraiment, pour moi, d'une transmission de channeling absolument authentique, où une information a été donnée, qui a aidé dans l'ici et dans le maintenant. C'est aussi, très souvent, c'est pas du tout spectaculaire. Et même un contact avec une entité positive, un contact physique avec un être de lumière, c'est rarement spectaculaire. Je vais te donner un exemple typique. Il y avait une dame américaine qui était en poste en Europe, à Bruxelles, je crois, et qui avait beaucoup de problèmes de santé. Elle venait de se séparer d'avec son compagnon. Elle était triste, elle était seule, et elle était à la gare de Bruxelles. Elle attendait, je crois, un train ou quelque chose comme ça. Il y a un train qui s'arrête, qui arrive sur le quai. Un homme en sort d'aspect totalement normal. Il se dirige vers cette femme et il la prend dans les bras en lui disant « Ne t'inquiète pas, tout va aller bien. » Top. Et il est parti. Il est parti comme il est venu. Rien de spectaculaire. Et ben après ça, cette femme a trouvé le courage en elle pour reconstruire sa vie, refaire sa vie. Et puis elle a eu une vie elle est rentrée dans une période beaucoup plus heureuse, progressivement. Mais je suis persuadé que cette entité lui a donné l'impulsion pour qu'elle fasse le travail nécessaire pour se sortir de tout ça. Alors, Peter Knight, déjà, très bon chercheur, très bon travail, notamment sur la manipulation des contactés, parce que je vais rebondir après sur ce que tu dis, mais clairement, les contactés physiques, comme Adamski, subissent une manipulation. Beaucoup de gens ont dit que c'était des menteurs, absolument pas. Ces gens-là ont eu des preuves photographiques, des preuves matérielles, qu'on le veuille ou non, ils ont vécu des contacts authentiques. Simplement, ils ont été et des contacts physiques, simplement, ils ont été manipulés par les entités qui les contactaient. Et ces entités étaient ou des entités sans âme qui se faisaient passer pour des frères de l'espace, pour des Vénusiens, peu importe comment on les appelle, ou bien des membres du complexe militaro-industriel qui travaillaient avec la technologie d'entités sans âme, qui se sont fait passer pour des frères de l'espace, essentiellement dans le but de déclencher le programme du faux sauveur externe, de déclencher la mise en place d'une nouvelle religion basée sur un faux sauveur externe, de commencer une programmation prédictive à l'arrivée de ces entités sans âme, parce que à terme, les entités sans âme veulent s'installer complètement parmi nous et se faire passer d'une manière ou d'une autre pour des faux sauveurs externes, d'ailleurs sans forcément que ça soit aussi spectaculaire que beaucoup de gens le disent. Et les contactés sont clairement manipulés. Et Peter Knight a bien souligné ça. Après, on peut inverser l'argumentaire de Peter Knight en disant que les grands blonds, donc ce qu'il appelle les hyperboréens, ça pourrait être des reptiliens qui modifient leur apparence. Par exemple, Georges Cavassilas, un contacté américain, a vécu des contacts avec des entités qu'il a pris pour des grands blonds, qu'il a pris pour des frères de l'espace, soi-disant frères de l'espace, parce que frères de l'espace, ça c'est une vaste manipulation des entités sans âme, qui se sont fait passer justement pour des grands blonds, et en fait il s'est rendu compte que c'était des entités, que c'était des reptiliens génétiquement modifiés, et que ces entités manipulaient son esprit et le faisaient littéralement souffrir en attaquant son esprit. Donc
il y a, il y a il y a toute cette manipulation-là. Ensuite, il y a effectivement, comme le dit Peter Knight, des entités synthétiques qui sont issues des programmes de collaboration entre complexes militaro-industriels et entités sans âme, que ce soit des entités de type gris, des entités de type reptilien, des entités de type aérien, entités insectoïdes et probablement des entités de type archontique, démoniaque. Il y a cette collaboration entre complexes militaro-industriels et entités sans âme. Et il y a des chimères qui sont engendrées, qui sont générées. Par exemple, beaucoup d'apparitions comme le Chupacabra, c'est issu de ces programmes. Chupacabra, chèvre, c'est une entité qui mutile essentiellement le bétail en Amérique centrale et en Amérique latine. Alors, le New Age, en fait, selon moi, ça vient de Madame Blavatsky, qui avait voyagé au Tibet, donc à la fin du 19e siècle, je crois, et qui avait rencontré des soi-disant maîtres de la sagesse. Je pense que le témoignage de Madame Blavatsky est authentique, mais qu'elle a été manipulée par ces entités. Ces entités qui se présentaient comme des grands blonds, donc qui peuvent être des reptiliens génétiquement modifiés, qui peuvent être des intraterrestres, qui peuvent être même des races humaines inconnues, ce que j'appelle dans mon bouquin les super Illuminati, qui ont été aussi décrits par des auteurs comme Joël Labruyère et qui ont été décrits à sa manière par des auteurs comme Peter Knight quand il parle des hyperboréens. Elle a pu rencontrer ces entités qui l'ont manipulée et qui lui ont donné des faux enseignements. Et ces enseignements, justement, ça parle, en gros, c'est des programmes du sauveur externe. Ça parle qu'on va être sauvé, c'est une inversion, on va être sauvé par des êtres de lumière. C'est une inversion des valeurs, par exemple, où Lucifer est présenté comme quelqu'un de gentil et tout ça, alors que c'est abject, c'est une face du démiurge. Lucifer, c'est les entités sans âme qui travaillent pour la fausse lumière, les entités sans âme qui vont manipuler la perception des channels et tout ça et qui se font passer pour des êtres de lumière. En gros, c'est la même Aphrodité que Satan, la même Aphrodité qu'Ariman, c'est des aspects différents de la manipulation. Et en fait, Blavatsky a été manipulé par ces entités sans âme qui lui ont donné certains enseignements réels mélangés à énormément de désinformation de manière à générer un embryon de religion mondiale. Et quand je parle de New Age, c'est cet embryon de religion mondiale. Et le New Age, c'est une programmation prédictive à la religion mondiale. Quels sont les enseignements du New Age ? D'abord, il y a des enseignements qui sont vrais, parce que dans toute désinformation, il y a du vrai et du faux. Les enseignements qui sont vrais, c'est que la vie continue après la mort, on en a parlé, c'est absolument vrai, qu'il y a beaucoup de vie dans l'univers, effectivement, il y a beaucoup de vie, même si on ne peut pas parler de vie extraterrestre, mais de vie extradimensionnelle pour diverses raisons. Donc ça, c'est absolument vrai. Mais tout cela est détourné pour arriver à un but. Et le but, c'est quoi ? C'est l'arrivée d'un faux sauveur externe et la mise en place d'une religion mondiale basée sur un faux sauveur externe. Le New Age, en fait, c'est en train de remplacer les religions. Pourquoi ? Parce que les gens, avant, s'identifiaient à une religion. Ils étaient chrétiens, juifs, musulmans, hindouistes, bouddhistes, ils s'identifiaient à quelque chose. Après, il y a toute une programmation derrière les religions, mais ça permettait une certaine identification. Or, le but des entités sans âme, c'est que les gens n'aient aucun point de repère, n'aient aucune identification, qui s'identifient aux entités sans âme. D'où la mise en place d'une religion mondiale, et essentiellement, le New Age, c'est ça. Les enseignements New Age reposent sur quoi ? Sur du channeling qui est tronqué. Le channel est sincère, mais manipulé par des entités sans âme.
Ça repose aussi sur des contacts avec des entités non humaines qui sont très souvent des manipulations par des entités sans âme. Là encore, le contacté est sincère, mais manipulé. Ça repose aussi sur des enseignements vrais, la présence de la vie après la mort, la présence aussi de différentes dimensions, de différents niveaux de réalité, mais complètement détourné pour arriver à cette notion de faux sauveur externe et pour inciter les gens à la passivité. En gros, le New Age, quand je parle de New Age, je parle d'un courant qui littéralement manipule les gens en cours de réveil à être dans la passivité, à ne faire aucun travail sur eux et à attendre l'arrivée d'un faux sauveur externe. Il y a différents niveaux au transhumanisme. Si tu veux, on peut parler de tous ces différents niveaux. Il y a le niveau 5 sens. Comme tout, il y a le niveau 5 sens, le niveau encore plus haut et les niveaux encore plus hauts. Au niveau des 5 sens, le transhumanisme est clairement en train d'être là. Tout Internet et tout ça a été mis en place pour nous leurrer à consentir à fusionner avec la machine. C'est une sorte de programmation prédictive. Déjà, il faut bien comprendre d'où vient Internet. Beaucoup de gens vont dire que Internet, c'est ce qui va sauver l'humanité, que c'est une erreur des Illuminati, une erreur donc des lignées Illuminati, les lignées sataniques. Basiquement, ces gens-là se gourrent complètement. Si Internet a été mis sur le marché, c'est que c'est voulu. Les entités sans âme ne font pas de cadeaux gratuitement aux humains. Il faut déjà se plonger sur les origines de l'Internet. L'Internet, ça remonte au DARPA, c'est-à-dire au complexe militaro-industriel. Dans les années 60, toute la technologie liée à l'Internet vient du crash de Roswell. Le crash de Roswell, en gros, était un crash provoqué par les entités sans âme, de manière à donner au complexe militaro-industriel certains composants qui ont ensuite été mis sur le marché par le complexe militaro-industriel par l'intermédiaire du système des portes tournantes, c'est-à-dire que les gens dans le complexe militaro-industriel vont ensuite travailler dans des grandes multinationales, dans le théâtre de la politique, parce que la politique c'est un théâtre, c'est pour ça que je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que c'est tourné en rond. Mais basiquement, ces gens-là vont être dans le complexe militaro-industriel, puis ils vont rentrer dans les multinationales par le système des portes coulissants. Et le complexe militaro-industriel collabore activement avec les entités sans âme depuis au moins la fin du 19e siècle. Si on monte encore d'un niveau, le complexe militaro-industriel a été créé par les entités sans âme, mais il y a une collaboration depuis la fin du 19e siècle avec les entités sans âme, et encore plus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et après le crash de Roswell, qui a été un crash provoqué par les entités sans âme, le complexe militaro-industriel a reçu de la technologie d'entités sans âme, bien évidemment des bribes, parce qu'on parle de technologies qui ont des milliards d'années d'avance sur nous. Et ces bribes de technologie ont ensuite été, des bribes de ces technologies ont ensuite été injectées dans le monde de la fausse création, dans le mainstream, via le complexe militaro-industriel, via les multinationales, ce qui a donné ensuite les PC, les ordinateurs et tout ça. Par exemple, je ne sais plus quel composant d'ordinateur vient du crash de Roswell. Ça a été démontré par le témoignage du colonel Corso. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, le DARPA, donc en gros, qui est une branche du complexe militaro-industriel, a développé Internet dans les années 60. C'était d'abord censé être utilisé par les universités et tout ça. Mais le DARPA avait toujours prévu de démocratiser Internet, de l'introduire dans le mainstream. Qu'est-ce qu'a donné le DARPA? Ça a donné des multinationales comme Google,
comme Facebook via la CIA, parce que Facebook, le mythe du jeune dans son garage ou dans sa chambre d'université qui crée ces entreprises, c'est tout un mythe. C'est des lampistes, des acteurs de leur pièce de théâtre. Tout ça, c'est créé par le complexe militaro-industriel via la CIA. Ensuite, le protocole HTTP ou WW, peu importe comment ça s'appelle, ça a été mis au point par le CERN. Le CERN, le fameux accélérateur de particules, qui est en fait un système d'ouverture de vortex. Donc, il faut bien voir les origines d'Internet. Ensuite, Internet a été mis sur le marché par les sociétés secrètes, par le complexe militaro-industriel, via les multinationales. Et au début, c'était un outil qui est encore d'ailleurs très bien si c'est utilisé avec discernement. Ça permet de partager l'information et tout. Ça, c'est un énorme outil pour partager l'information. Nous-mêmes, soit on s'en sert pour notre recherche, pour donner notre information, mais il faut l'utiliser avec beaucoup de discernement. Par exemple, l'Internet, quelqu'un ne se réveillera jamais avec Internet. Le réveil vient de l'intérieur. C'est quand on sent que quelque chose ne va pas bien dans le système. On ressent qu'il y a un problème dans le système. Après, Internet peut éventuellement servir de catalyseur pour le réveil, mais ce n'est pas Internet qui va réveiller quelqu'un. Par exemple, quelqu'un n'ira pas chez quelqu'un qui est intéressé avec le foot, avec le théâtre de la politique, n'ira pas chercher l'émission Au cœur de Swann. On est bien d'accord. Ça, c'est déjà quelqu'un qui a envie de faire un travail sur lui, qui a déjà un réveil et tout ça. Et donc, Internet bien utilisé, c'était pas mal. C'est encore pas mal, mais ça va changer parce qu'il y a de plus en plus de censure. Par exemple, aux États-Unis, quand des gens tapent certaines choses sur certains moteurs de recherche, il y a un message qui s'affiche. Si vous vous sentez mal, n'hésitez pas à consulter un psychiatre. Donc, il y a dans certains États américains, ça en est là. Donc, il y a de plus en plus de censure directe ou indirecte d'Internet. Mais en fait, cet aspect plutôt positif cache l'aspect extrêmement sombre d'Internet. L'aspect extrêmement sombre d'Internet, c'est de fixer les gens sur la machine, de couper le contact social par les réseaux asociaux. Par exemple, on parlait tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont à 3 km de distance qui, pour communiquer, utilisent Facebook, alors que ça ne serait pas beaucoup plus naturel, beaucoup plus beau qu'ils aillent boire un café ensemble, qu'ils aillent boire un verre ensemble. Ça serait... Mais ils utilisent Facebook et ça devient de plus en plus comme ça. Ensuite, le mail a coupé toute communication téléphonique, toute la communication orale. Et maintenant, on est complètement dépendant d'Internet et du smartphone. On ne peut absolument rien faire sans Internet, rien faire sans le smartphone. Ça, c'est un niveau. Ça, c'est le début du transhumanisme. Il y a un autre niveau, c'est que chaque fois qu'on va sur un réseau social, chaque fois qu'on va sur un moteur de recherche, on donne nos informations. Ça permet déjà de nous fliquer et ça commence à générer des formes d'intelligence artificielle. Des formes d'intelligence artificielle qui deviennent de plus en plus autonomes, qui vont fusionner avec d'autres formes d'intelligence artificielle, des entités sans âme, et qui vont fusionner avec d'autres formes d'intelligence artificielle mises au point par le complexe militaro-industriel. Et ces formes d'intelligence artificielle vont, à mon avis, jouer un rôle extrêmement important dans la mise en place du gouvernement mondial, parce qu'il y aura les entités sans âme qu'il ne faut pas négliger, mais il y aura aussi les intelligences artificielles qui sont déjà là, qui gouverneront tout avec leur propre monde, des mondes virtuels, des mondes synthétiques. C'est ça, un niveau du transhumanisme. L'autre niveau, c'est qu'on est déjà en train d'être génétiquement modifié, avec les chemtrails par exemple, et la maladie des morgellons. Donc en gros, après des épandages de chemtrails, il y a des gens qui développent des maladies
qui s'appelle la maladie des Morgellons, où il va y avoir des fibres qui vont sortir de leur peau. Et certaines de ces personnes disent carrément que les fibres prennent le contrôle de leur esprit. Il y a un scientifique américain, Clifford Carnicom, qui a fait une analyse de ces fibres et qui s'est rendu compte que ces fibres provenaient d'un organisme, pour certaines en tout cas, qui était mi-bactérie, mi-champignon, un organisme synthétique, et que ces fibres avaient des éléments organiques et des éléments inorganiques. Il y a d'autres formes des maladies des Morgellons aussi, où des gens qui ont la maladie des Morgellons vont faire analyser leurs fibres, et ces fibres sont des formes de nanotechnologie, des poussières intelligentes, qui ne sont pas intelligentes, entre parenthèses, des poussières dites intelligentes. Et ces poussières intelligentes vont servir d'antenne pour justement capter la Wi-Fi, capter la 5G en particulier, la 5G qui est en train d'être installée partout. Ensuite, il y a une troisième forme de maladie des Morgellons où des gens vont avoir littéralement des parasitoses sur la peau avec des fibres en forme d'insectes qui vont sortir de leur peau. Ça a été documenté par la scientifique américaine Sophia Smallstorm, et ça s'explique par l'expérience de Cross et Faraday, où quand on place des cristaux dans un milieu en fonction de la quantité de sel ou de sucre, et si on y fait passer un courant électrique, les cristaux vont donner des formes de vie fongique ou des formes de vie de type acarien. C'est l'expérience de Cross et Faraday qui a été faite au XIXe siècle. Or, les recherches d'Harald Krauts-Vella ont montré que dans les chemtrails, il y avait de l'aluminium qui était sous forme de cristaux d'oxyde d'aluminium. Or, ces cristaux ont, selon les recherches de Krauts-Vella, des propriétés piézoélectriques, en gros, une certaine électricité, et elles sont sensibles au champ électrique. Donc, dans notre organisme, elles vont donner littéralement des formes de vie synthétiques. Et un des buts de ces maladies des Morgellons, c'est de nous connecter à l'intelligence artificielle, de modifier le vivant, puisque toutes les formes de vie sont atteintes, et aussi de réduire la population. Il y a des méthodes pour se protéger de ça, garder par exemple le pH de son organisme alcalin ou basique. Ça évite que les fibres se développent. Un système immunitaire en bonne santé va éviter que les gens aient une maladie des Morgellons, mais les agents de la maladie des Morgellons sont présents dans toute la biosphère terrestre. Tout le vivant, humain, animal, végétal, est atteint de cette maladie des Morgellons, qui est extrêmement liée à l'intelligence artificielle, puisque toutes ces fibres vont servir d'antenne pour capter l'intelligence artificielle. Et donc, il y a un début de transhumanisme, d'où l'importance de faire un travail sur notre système immunitaire par une alimentation saine, il y a pas mal de protocoles naturels qui sont donnés dans des livres comme les livres de Claire Séverac, par exemple. Beaucoup de protocoles naturels, il y en a beaucoup. Après, il y a une troisième forme de transhumanisme, c'est beaucoup plus symbolique, c'est qu'à un moment donné, pour qu'on consente à ça, parce qu'il y a la loi du consentement, les entités sans âme se présenteront comme des faux sauveurs externes et diront, voilà, prenez la puce, consentez à avoir la puce sous la peau, comme ça vous deviendrez des dieux, ce qui est complètement faux bien évidemment, et les entités sans âme se présenteront comme nos dieux, comme nos créateurs, alors qu'elles nous ont génétiquement modifiés, et elles nous leurront à consentir à avoir la puce sous la peau. La puce la puce pratiquement c'est rien, puisqu'on est tous déjà pucés par l'intermédiaire des nanotechnologies, par l'intermédiaire même de la 5G, mais symboliquement, ça sera un consentement de la fusion avec la machine. Et à ce moment-là, ça sera symboliquement consentir à passer d'être organique à être inorganique, de passer d'être organique à inorganique. Donc c'est ça les différents niveaux du transhumanisme.
Ah bah, les pistes, il y en a énormément, il y en a énormément. Tu sais combien il y en a? Plus de 7 milliards. Si la population mondiale est vraiment de 7 milliards. Comment faire reprendre notre souveraineté? Là encore, il y a pas de solution toute faite. C'est déjà se détacher de tout le théâtre de la politique et tout ça. Alors se détacher, ça ne veut pas dire ne pas connaître, ça ne veut pas dire ne pas savoir. Nous, on est les premiers à essayer d'informer les gens, que ce soit nous par notre chaîne YouTube, mais c'est savoir se détacher, savoir ne pas être pris par la pièce de théâtre. Quand on sait par exemple que la politique, c'est un jeu de marionnettes, ben c'est ne plus se focaliser là-dessus, tout en ayant quand même l'information. Ensuite, c'est être conscient qu'on est manipulé, que notre réalité est manipulée par des entités sans âme. Pourquoi? Parce que les entités sans âme nous manipulent au niveau du subconscient. Et à partir du moment où on est conscient, ben c'est 80% de la manipulation qui s'en va, parce que tout le symbolisme, tout le langage des symboles, tous les sigils autour de nous vont littéralement reprogrammer notre subconscient, agir sur le subconscient. À partir du moment où on est conscient, bon, c'est pas connaître tous les symboles par cœur, c'est être conscient des symboles, du subliminal. Cela cesse littéralement d'agir sur nous. En tout cas, ça agit beaucoup, beaucoup moins. Donc, une des clés, c'est la conscience, d'où l'importance de l'information, d'où l'importance de tout le travail qu'on fait, de travail que font tous les chercheurs de vérité. C'est vraiment ça qui est important, c'est la conscience. Ensuite, au niveau, au niveau individuel, il y a une clé très importante qui m'a été donnée par, par quelqu'un, par un monsieur qui vient très souvent à nos conférences. Il a dit une chose très importante, c'est de révoquer les contrats d'âme qui peuvent être passés entre deux incarnations ou pendant le sommeil. Donc là encore, il n'y a rien de sorcier, c'est tout simplement dire je ne consens à aucun contrat d'âme, je consens à mener ma vie, tout simplement. Je ne consens à aucun contrat d'âme qui a été passé illégalement par des entités non humaines. Chacun peut avoir sa propre phrase, c'est déjà prendre conscience de ses contrats d'âme et dire non. Tout simplement, il n'y a rien de sorcier, c'est faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, autant de fois que nécessaire. Alors, ça, chacun a sa méthode. Ça peut être tout simplement prendre conscience et dire non une fois le matin, ça suffit. Parce que toutes les pistes sont simples, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Plus les pistes sont compliquées, plus on va dans les voies de garage. Si on fait ça, bon, c'est pas des solutions miracles, c'est pas des solutions miracles, bien évidemment. Une des clés, c'est vraiment la clé d'être tout le temps dans l'amour, d'être tout le temps dans l'empathie et aussi de faire un travail sur soi. Et pour beaucoup de gens commencent un travail sur soi et disent ah ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, mais ça se fait pas un jour. Un travail sur soi, c'est toute une vie, c'est faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais l'important c'est de garder la joie et l'amour. Ça c'est très important et d'apprécier le moment présent, d'apprécier tout ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, c'est une magnifique journée, très ensoleillée. Juste observer la nature, observer la luminosité, rien que profiter de choses comme ça. C'est d'être heureux et de vibrer au-delà de ces entités. C'est la clé. Sans contexte, le livre de John Keel qui a montré le côté manipulateur des entités sans âme, qui a vraiment montré, parce que c'est un livre qui est écrit dans les années 60 ou 70, qui a montré que les entités sans âme nous manipulaient. Un autre livre qui m'a beaucoup impacté, beaucoup aidé, c'est le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent.